Les policiers trouvent les membres d'une même famille assassinés dans leur maison. Les victimes sont couvertes de marques étranges. Pour capturer le meurtrier, les experts devront découvrir ce qui a causé leurs blessures. Un homme vient en aide à un automobiliste en panne. Il ignore qu'il s'agit d'un meurtrier. Les marques d'outils sur la batterie permettront-elles d'identifier l'auteur du crime? Les policiers sont sur la piste d'un psychopathe. Ils n'ont que quelques tournevis pour lui barrer la route. Tout comme les empreintes digitales, les marques laissées par des outils peuvent mener aux criminels. Plusieurs d'entre eux ont été piégés par ces outils de la mort. En janvier 1992, à Chicago, la police répondit à l'appel des voisins de Juan et Olga Hernandez. Ils avaient entendu du vacarme chez eux. En entrant, les policiers trouvèrent le corps de Juan Hernandez gisant face contre terre dans le salon. Apparemment, il avait été battu à mort. Dans une chambre d'enfant, ils découvrirent Olga Hernandez assassinée elle aussi. Tout près d'elle gisait le corps inerte de sa fillette de 10 mois. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. Le tueur n'avait laissé aucun indice sur son identité. À en juger par la brutalité des meurtres, il semblait bien qu'il n'était venu dans cette maison que dans le but de tuer la famille. Richard Zuley était l'un des détectives présents sur la scène du crime. Je n'avais jamais vu des victimes battues à ce point. Il était même difficile de déterminer si elles avaient seulement été battues ou si une arme à feu avait été utilisée, tellement il y avait de sang sur la scène. Le médecin légiste détermina que les victimes avaient été frappées à mort avec une arme qui laissait des centaines de blessures en forme de U et de J. Ni le médecin légiste, ni les agents présents sur la scène ne purent identifier l'arme qui avait causé ces marques étranges. Le collègue de Zuley, le détective John Murray, savait qu'il ne pourrait retrouver cette arme tant qu'il n'aurait pas déterminé exactement ce que c'était. Le temps jouait un rôle crucial parce que si nous avions tout de suite pu l'identifier, qu'il se soit agi d'un attendrisseur de viande, d'un cric, un attendrisseur ou un cric, oui. Ou de n'importe quoi d'autre. Cela nous aurait permis de rechercher tout de suite cet outil et de le recueillir sur la scène du crime. Tout outil laisse des marques sur l'objet avec lequel il entre en contact. En balistique, pour déterminer si une arme à feu a servi lors d'un crime, les experts procèdent à un tir d'essai. Les traces qu'on retrouve sur le projectile sont ensuite comparées à celles de la balle qui a causé la mort d'une victime. Si les marques sont identiques, l'enquête est résolue. Lorsqu'on utilise un outil pour frapper quelqu'un à mort, la tâche à accomplir est de même nature. En examinant les caractéristiques de la blessure d'une victime, les experts parviennent souvent à prouver qu'un outil en particulier a infligé la mort.
le médecin légiste envoya les photos des corps de Juan et Olga Hernandez au laboratoire judiciaire de la police de Chicago. L'expert en balistique et en marque d'outils, Bill Sherlock, compara les traces laissées par divers outils à celles apparaissant sur les photos. Les blessures semblaient avoir été causées par un objet lourd, mais dans la partie arrondie au bas de chaque blessure, la peau était déchirée. Nous ne savions pas de quel outil il s'agissait. Je ne connaissais aucun outil acheté chez un détaillant qui pouvait avoir causé ces blessures. C'était une sorte de défi que de découvrir l'instrument du crime. Après une semaine d'essais, Sherlock n'avait toujours rien trouvé de concluant. L'arme la plus vraisemblable était la crosse d'un pistolet automatique, mais l'expert restait sceptique. La crosse de l'arme aurait certes infligé des blessures, mais comment expliquer les lacérations observées? Un heureux hasard fournit au détective Zolli sa première hypothèse. Il n'était pas en fonction lorsqu'il réalisa qu'il détenait peut-être la réponse dans la paume de sa main. J'étais à la maison en train de nettoyer mon arme. J'ai enlevé le magasin de l'arme à feu. En le nettoyant, j'examinais mon arme et j'ai constaté que la forme ressemblait étrangement à celle des blessures. Sans le magasin, la crosse du pistolet semi-automatique était plus mince et les angles beaucoup plus acérés, donc plus enclins à laisser des blessures remarquées sur la peau des victimes. De plus, sans magasin ni projectile, l'arme était moins lourde et par conséquent, elle n'était pas aussi efficace pour asséner des coups. Il fallait frapper plus souvent pour infliger des blessures fatales. Sherlock mit son hypothèse à l'essai sur un morceau d'argile. La crosse d'un calibre moyen produisit des marques de même taille et de même forme que les blessures des victimes. Une arme à feu avait donc été utilisée, même si nous ignorions de quel type d'arme il s'agissait et où elle pouvait être. Cela viendrait plus tard. Les experts avaient identifié le type d'arme utilisée lors des homicides, mais cela leur donnait-il un indice sur l'identité du meurtrier? Les agents de l'escouade des narcotiques interrogèrent leurs informateurs. Une prostituée avait entendu un bout de conversation. Elle déclara aux policiers qu'une certaine Patricia Johnson semblait détenir des informations à propos des meurtres. Son petit ami cubain était un trafiquant de drogue connu de la police. Son nom était Reynaldo Pratravieso. On le convoqua pour l'interroger, mais il refusa de parler. Pendant ce temps, les détectives examinèrent les relevés téléphoniques des victimes. Le soir où Juan et Olga avaient été tués, ils avaient commandé une pizza. Le livreur fut interrogé par les agents. Il se rappelait s'être rendu chez Juan et Olga Hernandez le soir des homicides. Une femme avait répondu à la porte et lui avait dit qu'elle n'avait rien commandé. Les policiers le convoquèrent ensuite à une séance d'identification qui incluait Patricia Johnson, la petite amie du suspect. Il la reconnut sans hésitation. C'était elle qui lui avait répondu à la porte. La police apprit à Johnson que le livreur l'avait reconnue. Elle avoua s'être trouvée dans la maison des Hernandez au cours de cette soirée. Elle avoua également que Pratravieso était le meurtrier. Un témoin avait identifié l'ami de Pratravieso et un informateur avait mentionné son nom. Les détectives firent des pressions sur le suspect qui décida finalement de passer aux aveux. Son histoire commençait 2 ans plus tôt quand Juan Hernandez et lui étaient arrivés du Cuba. Il projetait de devenir riche grâce au trafic de drogue. Mais les choses ne s'étaient pas déroulées de cette manière, du moins pour Hernandez. Les 2 hommes ont trempé dans le monde de la drogue, mais avec le temps, le meurtrier a connu plus de succès que la victime dans ce domaine. Au cours de la première année, Pratravieso avait fourni 1 kilo de cocaïne à Hernandez pour qu'il le revende.
Il y en avait pour environ 20 000 $. Hernandez vendit la drogue, mais ne remit aucune somme d'argent à Pratravieso. Ce dernier lui demanda de le rembourser, mais sans succès. Un mois plus tard, Pratravieso décida de donner une seconde chance à Hernandez et lui donna un autre kilo de cocaïne. Le scénario se répéta. Pratravieso avait fait confiance à Hernandez, mais ce dernier l'avait floué. Il désirait maintenant être remboursé. Lors de sa déposition, Patricia Johnson avait déclaré que Pratravieso s'était servi de la crosse de son arme pour tuer Juan et Olga. Ces aveux étaient une vraie chance, mais ne suffisaient malheureusement pas à faire inculper le suspect. Au procès, le témoin pouvait se rétracter en déclarant que la police l'avait forcé à faire ses déclarations. Pour amener la cause devant les tribunaux, les policiers devaient trouver des preuves solides, comme l'arme du crime. Johnson avait dit aux policiers qu'elle avait enveloppé l'arme dans un sac de plastique, puis jeté ce sac dans une rivière en traversant un pont. Pour aider les plongeurs dans leurs recherches, Zuley et Murray traversèrent le pont à plusieurs reprises en lançant des pierres du même poids qu'un pistolet de calibre moyen. Lors des recherches, les plongeurs installèrent des cordes au-dessus de la rivière pour créer une sorte de grille. Ils mirent moins de 30 minutes à trouver le sac contenant l'arme à feu. L'arme se trouvait près de l'endroit où aboutissaient toujours les pierres lancées par Zuley et Murray. C'était un pistolet semi-automatique de calibre 32. Les policiers en retirèrent le magasin et furent bientôt convaincus que c'était l'arme qui avait causé les blessures étranges sur le corps des victimes. Mais pour convaincre un jury, ils devraient obtenir des preuves formelles, preuves que seuls les experts pouvaient fournir. Des plongeurs de la police de Chicago avaient trouvé dans un sac de plastique ce qu'ils croyaient être l'arme du crime. L'immigrant cubain Juan Hernandez avait obtenu de la drogue pour la revendre, mais n'avait jamais remboursé son fournisseur. Maintenant, sa femme, son enfant et lui étaient morts. Bill Sherlock, du laboratoire judiciaire de la police de Chicago, tentait maintenant de prouver que l'arme à feu retrouvée était celle qui avait servi à les tuer, non pas en tant qu'arme à feu, mais bien comme objet contondant. Sherlock avait déjà établi que les blessures de formes étranges sur le corps des victimes avaient été causées par la crosse d'un pistolet semi-automatique sans magasin. Nous avons comparé les blessures à la tête des victimes. La déchirure correspondait à la portion avant de la gaine du chargeur. Le métal y était plus mince. Il y avait aussi la paroi et le verrou du chargeur, juste ici, et sa dentelure. À première vue, Sherlock était d'avis que le pistolet trouvé par les plongeurs pouvait avoir causé les blessures. Pour procéder à des analyses plus poussées, il obtint une copie des photographies des autopsies et s'assura qu'elles étaient à la bonne échelle. Il obtint ensuite une photo en transparence de la crosse de l'arme, le magasin enlevé. Il superposa la photo en transparence à celle des blessures en taille réelle. Après avoir comparé les rebords métalliques aux lacérations des victimes, Sherlock put conclure qu'il était en présence de l'arme du crime. Son témoignage pourrait réfuter tous les arguments de la défense. Il avait réussi à établir un lien irréfutable entre les suspects et l'arme du crime. Devant les tribunaux, cette analyse était inestimable,
Qu'un expert puisse témoigner en cours et déclarer au jury que c'était bien l'arme du crime, puisque ses analyses le prouvaient, cela avait un impact bien plus important que si le détective Murray et moi-même étions allés témoigner et donner notre simple opinion. Les experts ont pu démontrer que c'était effectivement l'arme du crime. Le pistolet de Reynaldo Pratravieso était devenu un objet contondant par accident. Il s'était rendu chez Juan Hernandez pour obtenir l'argent qui lui était dû. Mais Hernandez ne pouvait pas le rembourser. Pratravieso plaça le canon de l'arme sur sa tête et appuya sur la détente, mais le mécanisme du magasin s'enraya. Furieux, il se mit alors à battre sa victime. C'est alors que le magasin de l'arme tomba. Lorsque le livreur de pizza arriva sur les lieux, Pratravieso avait déjà commencé à attaquer Juan Hernandez avec la crosse de son arme. Ce meurtre ne lui suffit pas. Après avoir tué Juan, il s'attaqua à Olga Hernandez et au bébé qu'elle tentait de protéger. En examinant la scène, il était évident que Mme Hernandez avait tout fait pour protéger son enfant pendant l'attaque. Nous étions ébranlés en reconstituant la scène. Quand on tente de visualiser les événements, on peut s'imaginer la terreur ressentie par les victimes. J'espère que les coupables ne seront jamais remis en liberté. Les analyses ont permis de mettre Reynaldo Pratravieso et Patricia Johnson derrière les barreaux. Tous deux ont écopé de la prison à vie. En 1984, en Louisiane, les policiers devraient déchiffrer des marques encore plus subtiles pour résoudre une enquête. À environ 25 km de Bâton Rouge, suite à l'appel d'un résident de la petite ville de Zachary qui avait entendu un coup de feu, des policiers trouvèrent une voiture dont le capot était ouvert, garée au bord d'une route. Tout près se trouvait le corps de George Thompson, tué à bout portant avec un fusil. Il n'y avait aucun témoin et le tueur ne semblait pas avoir laissé de traces. Les câbles de la batterie qui pendaient à l'avant de la voiture donnèrent cependant aux policiers une idée de ce qui s'était produit. La pince d'un des câbles était toujours accrochée à la batterie de la voiture. Le conducteur avait-il eu une panne? Ou était-il celui qui avait tenté d'aider un autre automobiliste? La voiture de la victime démarra sans problème. Apparemment, il s'était rangé au bord de la route pour apporter son aide à un autre conducteur. En retrouvant cette deuxième auto, on pourrait peut-être capturer le meurtrier. Un détective de Bâton Rouge se rendit chez la femme de la victime. Le soir du meurtre, elle était à l'église. Elle était rentrée vers 22 heures. Son mari lui avait alors dit qu'il partait aider quelqu'un à faire démarrer sa voiture. Il quitta les lieux sans préciser où il allait. Selon Lois Thompson, son mari sortait rarement aussi tard. La personne à qui il avait porté secours était sans doute un ami proche. Lois Thompson ne reverrait plus jamais son mari en vie. L'appel à l'aide était vraisemblablement un piège. Le meurtrier avait fait croire à la victime que sa voiture était tombée en panne.
Il était donc possible que les empreintes du meurtrier se trouvent sur les câbles électriques. On les envoya à Pat Lane, expert au laboratoire judiciaire de la Louisiane. Ce dernier mit les câbles dans une chambre spécialement conçue pour faire apparaître les empreintes digitales. Malheureusement, les résultats furent négatifs. Il n'y avait aucune empreinte sur les pinces ni sur les câbles. Il ne nous était donc pas possible de procéder à une identification. À ce moment-là, je pensais bien qu'il n'y avait plus rien à faire avec cet indice. L'enquête débloqua quelques jours plus tard quand les détectives obtinrent une piste suite à un appel téléphonique. L'informateur suggéra aux policiers d'effectuer des recherches dans le stationnement d'un complexe d'appartements à Bâton Rouge. Les détectives y trouvèrent une Buick jaune dont la description correspondait à celle donnée par un passant peu avant le meurtre. La voiture appartenait à Brenda Perkins. L'informateur était son voisin et un parent de la victime. Lorsqu'on lui apprit qu'elle était soupçonnée de meurtre, Perkins déclara qu'elle détenait peut-être des informations importantes. Le détective Bernie Taylor de la police de Zachary assistait à l'interrogatoire. Nous voulions d'abord savoir si elle éprouvait des problèmes avec sa voiture, si l'alimentation électrique, par exemple, fonctionnait mal. Il y avait une batterie neuve dans la voiture. Perkins déclara aux policiers qu'elle n'avait jamais eu de difficulté à la faire démarrer. Donc la victime avait été attirée dans un piège. Cette voiture n'avait aucun problème mécanique. Perkins déclara que son oncle, Earl Thomas, lui avait emprunté la voiture le soir du meurtre. Thomas était le beau-frère de la victime. Mais Brenda Perkins disposait d'indices encore plus incriminants. Le jour précédent le meurtre, elle était allée faire des courses avec son oncle. Il n'avait fait qu'un achat, des cartouches de fusil de chasse. Quand elle lui avait demandé ce qu'il comptait en faire, il lui avait répondu que c'était pour la chasse au chevreuil. La saison ne devait cependant commencer que dans plusieurs semaines. Elle l'avait incité à lui dire la vérité. Il lui avait alors avoué qu'il comptait tuer son beau-frère, George Thompson. Un reçu trouvé dans le coffre de Perkins faisait état d'un achat de 2,97 $. Brenda se rappelait encore du calibre et de la marque des cartouches achetées par son oncle. Pour vérifier ces déclarations, les détectives se rendirent au magasin et achetèrent une boîte de munitions identique. Le montant du reçu était exactement le même que celui trouvé dans la voiture. Par la suite, Lane trouva l'empreinte de Thomas sur le sac. Les détectives disposaient maintenant de preuves indirectes impliquant Earl Thomas. Ils se mirent à la recherche d'autres indices sous le capot de la voiture de la victime. Ils espéraient que la criminalistique leur permettrait de transformer un morceau de plomb éraillé en preuve solide. Au cours de l'enquête entourant le meurtre de George Thompson, les policiers accumulaient des preuves contre son beau-frère, Earl Thomas. Était-il possible qu'il l'ait attiré dans un piège pour le tuer? Il manquait un élément crucial pour résoudre l'enquête. Prouver que le suspect s'était bien trouvé sur la scène du crime. Les câbles électriques étaient encore accrochés à la batterie de l'auto de la victime.
Si elle avait branché ses câbles sur la batterie de la voiture du meurtrier, il était possible que des marques de pince s'y trouvent encore. Il y avait effectivement des marques récentes sur la batterie de la voiture que conduisait le suspect. Et ces marques semblaient avoir été créées par des pinces de câbles électriques. Les policiers demandèrent à l'expert Pat Lane de vérifier si ces marques provenaient des pinces trouvées sur la scène du crime. C'était la seule façon de prouver que le suspect s'y était trouvé. Tout comme les empreintes digitales, les outils laissent des traces uniques que l'on peut identifier. Sur la batterie du suspect, il y avait des traces de dentelure provenant des pinces du câble. On trouva également une égratignure sans doute causée parce que le câble avait été retiré trop rapidement. Lane croyait que cette égratignure avait été causée par une des dentelures en particulier. Pour valider son hypothèse, il prit le câble de la scène du crime et accrocha la pince à un morceau de plomb. Grâce à un stéréoscope, il put ensuite examiner les deux séries de marques simultanément. Il compara les marques obtenues lors de ses essais à celles qui se trouvaient sur la batterie de l'auto du suspect. Nos analyses de traces d'outils nous permettent de découvrir si un outil a causé une marque en particulier. Dans ce cas-ci, j'ai conclu que la marque sur cette pince, qu'on voit sur le moniteur, et cette autre marque qui avait été créée par les câbles de la victime, avaient été faites avec le même outil. Ces marques d'outils prouvaient que la voiture conduite par Earl Thomas le soir du meurtre se trouvait sur la scène du crime. On obtint un mandat pour procéder à son arrestation. Mais Thomas était parti en Californie et n'avait pas laissé d'adresse. Les détectives retracèrent les appels interurbains qu'il avait faits à sa sœur d'une cabine téléphonique de l'est de Los Angeles. Quelques jours plus tard, il fut arrêté par des policiers de la ville à cette même cabine téléphonique. Sa grande taille et le fait qu'il était manchot le rendaient facile à identifier. Le détective Bernie Taylor et son collègue Charlie Clark avaient déjà terminé la reconstitution des événements. George Thompson était marié à la sœur de Thomas, mais il la trompait. Pour sauver l'honneur de la famille, Earl Thomas décida de mettre un terme aux écarts de conduite de son beau-frère. Il emprunta la voiture de Perkins, puis appela la victime prétextant avoir besoin de son aide. Pendant que George Thompson accrochait la pince du câble électrique à la batterie de l'auto de son beau-frère, ce dernier sortit son fusil. Thomas nia toute implication dans le meurtre. Le détective Clark craignait que le jury ait du mal à croire qu'un manchot puisse se servir d'un fusil. Nous savions qu'il pratiquait la chasse et nous avons abordé le sujet. Je lui ai donc demandé comment il arrivait à manipuler un fusil d'une seule main. Il m'a répondu « Je tiens mon arme comme ça et je dépose le canon du fusil à cet endroit. » C'est très facile. Earl Thomas n'avait eu aucun problème à piéger son beau-frère, mais ce chasseur se piégea lui-même. Les marques de la pince indiquaient qu'il était le meurtrier. Cette pince de plomb, qui ne valait qu'1,98 $, nous a permis de faire incarcérer cet homme pour une peine minimale de 20 ans. Quand Bernie Taylor est arrivé au laboratoire avec cette pince, je savais exactement ce qu'il désirait que je fasse avant même qu'il me l'ait demandé. Je lui ai dit qu'en théorie c'était possible, mais qu'il nous faudrait de la chance.
J'étais prêt à tenter l'expérience. En fin de compte, ce ne sont pas tellement les câbles qui nous ont permis de prouver sa culpabilité, mais plutôt la dentelure d'une des pinces. Dans la petite ville de Zachary, l'expérience des détectives est parvenue à transformer des preuves indirectes en preuves solides grâce à la criminalistique. La mort de Thompson était le résultat d'une vendetta personnelle. En Floride, en 1990, 2 meurtres avaient été perpétrés au hasard. Sans piste, les policiers ne pouvaient pas bouger. Le 26 août, les étudiants de l'Université de Floride à Gainesville se préparaient pour la rentrée. En ce dimanche après-midi, Ricky et George Powell se rendirent sur le campus pour voir le nouvel appartement de leur fille Christina. À leur arrivée, ni elle ni sa colocataire ne répondirent à la porte. Ils demandèrent au concierge de la leur ouvrir, mais les jeunes femmes avaient fait changer la serrure et le concierge n'avait pas la clé. Les Powell étaient de plus en plus inquiets pour leur fille. Craignant le pire, ils téléphonèrent à la police. Un agent du service de police de Gainesville les rencontra devant l'appartement. Il força la porte. En entrant, il aperçut le corps d'une femme sur le canapé. Il empêcha les parents de le suivre. Il fallait garder la scène du crime intacte. De plus, le meurtrier était peut-être encore à l'intérieur de l'appartement. L'agent ne trouva pas le tueur, mais plutôt le corps d'une autre jeune femme. Les 2 victimes avaient été violées, puis poignardées. La brutalité de ces crimes ainsi que la façon dont le meurtrier avait laissé leur corps laissait croire à la police qu'il était rusé et méthodique. Les policiers craignaient qu'il ne récidive bientôt. Pour soutenir cette importante enquête, les policiers de tout le comté se joignirent aux forces du service de Gainesville. Parmi eux se trouvait le sergent détective Legrand Hewitt, du service de police de Alachua. Le tueur ne tarda pas à tuer de nouveau. Peu après minuit, le dimanche soir, une des employées du service de police d'Alachua n'est pas venue travailler. Son superviseur et ses collègues étaient inquiets et ils ont avisé le chef du quart de veille. On envoya un agent à l'appartement de Krista Hoyt. Il n'y eut pas de réponse à la porte. L'agent remarqua cependant qu'il y avait une ouverture dans le store vénitien. L'agent s'est agenouillé et il a éclairé la pièce à l'aide de sa lampe de poche. C'était la chambre de Krista Hoyt. Elle était assise sur le côté de son lit, comme dans une mise en scène, et elle avait été décapitée. Pour ajouter à l'horreur, 2 jours plus tard, on retrouva 2 nouvelles victimes violées et poignardées de la même façon. La nouvelle de ces meurtres sema un vent de panique sur le campus de l'Université de Floride. It's currently 27 minutes past the top of the hour. Just a reminder for University of Florida students back for the new semester, make sure you stay safe, keep doors and windows locked. Call SNAP, the Student Nighttime Auxiliary Patrol, if you need an escort around campus. Police are increasing patrols in the southwest Gainesville area around student apartment complexes. Les détectives n'avaient pas une minute à perdre. Ils devaient stopper ce dangereux tueur rituel. À Gainesville, en août 1990, les policiers craignaient d'avoir affaire à un tueur rituel. Ce forcené avait tué 5 femmes en seulement 3 jours. Les portes verrouillées ne semblaient pas l'arrêter.
Au premier appartement, il avait forcé la serrure de la porte en bois. Au deuxième et au troisième appartement, il était parvenu à retirer le loquet de sécurité d'une porte coulissante vitrée. L'agent spécial Ed Dix croyait d'ailleurs qu'il avait utilisé le même outil aux deux derniers endroits. La porte coulissante avait été forcée. Il y avait des marques sur le cadre d'aluminium. Les policiers photographièrent les dommages près des portes où le tueur était entré par effraction. On retira également une section du cadre de la porte en bois de la première scène pour l'envoyer à l'expert David Warniment du laboratoire criminalistique de Jacksonville. En examinant la porte, j'ai tout de suite constaté que le tueur s'était servi d'un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Les policiers retirèrent les portes de la seconde et la troisième scène de crime et les envoyèrent au laboratoire. Ils avaient l'intuition que les trois cas étaient reliés, mais n'avaient encore aucune preuve formelle. S'ils démontraient que le même outil avait été utilisé dans les trois cas, ils sauraient qu'un seul et même tueur était à l'œuvre. Une semaine plus tard, on m'a envoyé les deux autres portes, c'est-à-dire la porte de la deuxième et de la troisième scène de crime. Je les ai examinées et j'ai remarqué des marques près de la serrure de la porte de la deuxième scène et également sur le verrou qu'on m'avait envoyé en même temps. Sur la porte de la troisième scène, il y avait là aussi des marques près de la serrure et du verrou de sécurité. Il y avait une série d'égratignures sur la tige et autour du trou de la tige. Ces marques étaient celles que l'on fait quand on utilise une pince Monseigneur pour entrer par effraction. Warniment fit un moulage en silicone des rayures faites sur toutes les portes. Le silicone est mélangé à un agent durcisseur. Quand il se fige, il crée une impression parfaite. Après avoir analysé les marques des trois scènes, Warniment conclut que le meurtrier avait utilisé un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Un seul individu était donc entré chez ses victimes. En retrouvant l'outil, les policiers espéraient bien retrouver le meurtrier. Au cours des 4 mois suivants, partout dans l'État de Floride, lorsqu'un individu était arrêté et qu'on trouvait un tournevis sur lui ou dans sa voiture, on l'envoyait à David Warniment. Sous la puissante lentille d'un microscope, même l'embout d'un tournevis neuf laisse des marques uniques. Il devient encore plus facile de l'identifier avec le temps lorsque l'usure lui a donné des marques caractéristiques. Warniment examina des dizaines de tournevis, mais aucun d'entre eux ne correspondait aux marques laissées sur les scènes de crime. Puis, en novembre 1990, 4 mois après les premiers homicides à Gainesville, en Floride, les policiers découvrirent une nouvelle piste suite à une vérification de routine. Un homme arrêté à Ocala pour cambriolage était recherché à Shreveport, en Louisiane, pour avoir tué son père d'un coup de feu. Le programme de l'ordinateur avait trouvé des corrélations entre la scène du crime de Shreveport et celle des meurtres de Gainesville. Il était possible que ce ne fût qu'une simple coïncidence. Mais l'agent spécial Ed Dix décida d'examiner de plus près les liens entre le suspect d'Ocala et les meurtres de Gainesville. Pendant ce temps, le sergent détective LeGrand Hewitt suivait une autre piste. Peu après les meurtres, une banque de Gainesville avait fait l'objet d'un vol. La banque était dans le même secteur que la deuxième scène de crime. Peu après le vol, les policiers aperçurent 2 hommes entrer dans les bois avoisinants. Les suspects prirent la fuite. Les policiers demandèrent des renforts. Un chien renifleur se mit sur leur piste. Les policiers aboutirent à un petit site de camping improvisé.
ils y trouvèrent d'importantes liasses de billets de banque apparemment volés à la banque le jour même. Dans un sac, il y avait un pistolet semi-automatique semblable à celui utilisé par le voleur, du ruban adhésif et un magnétophone contenant une cassette. Sur le ruban, il y avait un message qui semblait codé. L'homme s'identifiait comme étant un certain Danny Rolling. Il y chantait 11 chansons qu'il avait écrites lui-même. La plupart étaient sur l'air des portes du pénitencier. Le ruban se terminait par ce qui était vraisemblablement le prélude à un meurtre. Ce n'est pas le chemin que j'ai voulu emprunter, mais je vais tenter de le parcourir comme un vrai homme. Il y a quelque chose que je dois faire. Le ruban indiquait que Rolling était à Gainesville au moment où les meurtres avaient été commis. Sur le site du camping, les policiers trouvèrent également un tournevis. Ils n'avaient cependant aucune raison de croire que Rolling était impliqué dans les meurtres. Il était plutôt compétent en vol de banque, un crime d'une nature tout autre que les meurtres sexuels brutaux du tueur en série. Au départ, nous n'avons attaché aucune importance à ce site. Mais quelque chose ne cessait de me tracasser. Je me disais qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas éliminer cet outil trop vite. Warniment décida d'examiner le tournevis de plus près. J'ai mis le tournevis sous un microscope, juste à côté des moulages de silicone des marques de la porte de la troisième scène de crime. En l'espace de 5 ou 10 minutes, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de caractéristiques communes. J'avais dans les mains le tournevis qui avait endommagé cette porte. L'expert répéta l'analyse avec la porte de la seconde scène de crime. Une fois encore, j'ai comparé les marques sur la porte et la pointe du tournevis. J'ai noté assez de correspondance pour affirmer que cet outil avait causé les marques sur la porte et le verrou de la seconde scène de crime. Les marques d'outils prouvaient que le tournevis trouvé sur le site de camping de Danny Rolling était le même que celui utilisé pour forcer les portes des appartements des victimes. Quand on présenta à Rolling ses preuves contre lui, il passa aux aveux et décida de faire la lumière sur sa vie de criminel. Il avait développé son talent pour entrer dans des maisons pendant le sommeil des occupants lors de cambriolages. Il a commencé à l'adolescence comme voyeur, puis il est devenu voleur et ensuite violeur. Il était un voleur très efficace. Il aimait par-dessus tout entrer par effraction chez les gens et faire tout ce qui lui plaisait sans réveiller personne. Comme de nombreux tueurs en série, Rolling avait commencé par le voyeurisme. Il épiait les femmes la nuit par les fenêtres. Puis il devint voleur et ensuite meurtrier. Son outil de prédilection pour entrer par effraction était un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Il était fier de son habileté à ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y avait ensuite qu'un pas à faire pour violer et tuer. Le 26 août 1990, il a atteint le paroxysme. Il nous a avoué qu'il regardait par une fenêtre quand il a aperçu une jeune femme qui sortait de la douche. Il s'agissait de la victime, Tracy Pauls. Quand il l'a vue, il savait que c'était elle, qu'elle était sa proie pour cette soirée-là. Le couteau que Rolling utilisait pour tuer ses victimes ne fut jamais retrouvé. Mais les policiers disposaient d'un outil tout aussi incriminant. Rolling avait laissé 27 marques sur les portes des scènes de crime. C'était plus qu'il n'en fallait pour prouver sa culpabilité.
The defendant is hereby committed to the Department of Corrections of the state of Florida for execution of this sentence as provided by law. May God have mercy on his soul. Done and ordered this 20th day of April, 1994. L'identification de marques d'outils peut sembler bien simple comparativement aux autres sciences judiciaires. Elle ne requiert qu'un simple examen visuel. Mais elle fournit des preuves convaincantes au jury. Quelques marques à peine visibles suffisent à faire inculper un suspect.